Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, nous avons un invité spécial, Antoine Amarcha de Prism.ai. Bonjour Antoine, ça va? Bonjour Nicolas, ça va? Ouais, écoute, ravi aussi de venir échanger avec toi et comme d'habitude de parler tech. Donc avec un grand plaisir, je suis là aujourd'hui. Bon, super. Alors aujourd'hui, on va connecter un chatbot à Neo4j, donc avoir une interface en langage naturel pour parler à ces données connectées. Donc c'est assez sympa. Ça fait quelques temps qu'on parle du sujet et finalement, je pense qu'on a trouvé la dernière brique pour pouvoir réaliser tout ça. Donc, on va faire une démo et ça va être très sympa. Alors, rapidement, on va présenter Neo4j et Prism et puis montrer l'architecture, comment ça marche, tout ça. Et ensuite, on va faire une démo. Alors, Neo4j, c'est la base de données graph. Elle est performante, complètement acide, donc les transactions sont atomiques, cohérentes, isolées, durables, et elle stocke les données sous forme de nœuds et de relations. Et la grande performance de traversée, elle est atteinte parce que les nœuds connectés sont stockés de façon continue. Une relation, c'est un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Et quand on traverse les relations, et bien finalement, c'est comme si on sautait de pointeur en pointeur. Donc ça va très très vite. On peut traverser 1 million de relations en moins d'une seconde. Euh, c'est une base de données donc, qui est leader du secteur des bases de données graphes et qui est déployable n'importe où, et notamment sur tous les clouds, donc Gamme Azure, hein, AWS, Azure et GCP. Antoine, euh, si tu veux présenter Prism, c'est maintenant. Oui, parfait. Oui, donc Prism AI, c'est quoi? Donc c'est une plateforme qui est ouverte, qui va s'intégrer aux outils de nos clients. Donc là, en l'occurrence, ici, Neo. Et on va venir combiner avec du low-code, du chatbot, de l'automatisation de workflow et éventuellement donc du transfert vers du support humain. Tout ça boosté par de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir ça en action juste après. Dis-moi. Excuse-moi Antoine, je te coupe, mais ça veut dire que on peut débrayer le chatbot à tout moment pour faire intervenir un humain, c'est ça? Oui, de toute manière, le 100% automatisé, surtout dans la relation client, ça n'existe pas. Donc, il y a une partie qui va être faite par le chatbot. Il y a une partie qui va exécuter dans des workflows dans notre système d'information. Et puis, il y a une dernière qui va être escaladée vers de l'humain qui va venir intervenir, conseiller, rassurer pour éventuellement passer à l'acte d'achat ou ce genre de choses. Top. Alors, on va expliquer maintenant pourquoi les deux. Alors finalement, une première chose qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait avoir un chatbot qui va parler à plein de données différentes, mais il faudrait connecter tout ça. Donc le fait d'avoir une base graph qui connecte les données, c'est une simplification et il y a un seul endpoint, un seul point d'interrogation des données pour la plateforme Prism. On peut dire aussi que la pile technologique qu'on va utiliser ici, par-dessus Neo4j, c'est une API GraphQL et donc une exposition native des données sous forme de graphe. C'est ce qu'on appelle la grande stack GRAND, donc GraphQL, React, Apollo et Neo4j Database. Et puis, d'un autre côté, Prism, il y a beaucoup de moteurs en langage naturel qui sont intégrés, on peut les choisir. Tu peux m'en dire un peu plus là sur la configuration possible? Oui, tout à fait. Donc là, donc à partir du moment où on va avoir la question de quelqu'un sur un canal, bah, on va venir comprendre finalement ce que la personne a dit et puis extraire des choses de ce que la personne a dit et puis aller, comme on va le voir, aller exécuter des choses avec GraphQL ou autre. Il y a juste après, il y a un petit schéma qui illustre bien Ouais, comme ça. je viens. Ça montre un peu comment ça fonctionne. Donc, en gros, on a deux possibilités. Donc, soit on a un scheduler qui va faire un job d'une manière régulière et va lancer des choses, soit dans les canaux de messaging qui existent, donc Facebook, WhatsApp, Teams, peu importe, ou bien notre Prism Messenger qui est juste un chat. Dans ce chat, on va avoir une question, quelqu'un qui va dire, je sais pas, il va poser une question en langage naturel. Cette question, elle va arriver, on va aller chercher dans la base de connaissances du chatbot quelle est l'intention qui match
le plus avec cette question-là. Et donc là, on va faire appel, ça c'est une exclusivité de la plateforme Prismaï, c'est qu'on peut en effet associer plusieurs moteurs langage naturel, de traitement de langage naturel à la question, parce qu'il n'y a pas un meilleur moteur. C'est comme les humains, il n'y a pas un cerveau qui maîtrise un peu tous les sujets. Donc chacun est performant dans un domaine en particulier. À partir du moment où on a l'intention de la personne qui est connue bien sûr par les systèmes d'information, à partir du moment où on a récupéré un ensemble d'entités, une ville, des dates, voilà, des choses qui sont nommées dans les phrases, bah, on va venir après exécuter un workflow. Là, encore une fois, c'est quelque chose d'assez unique dans la plateforme Prismaï, c'est le chatbot peut venir après, avec du low-code, enchaîner des steps. Donc, une step, ça peut être là, en l'occurrence, ça va être du GraphQL. On va aller appeler le GraphQL, récupérer la réponse, l'injecter dans la step suivante, par exemple, envoyer un SMS. Le step d'après, c'est envoyer un mail. Le système d'après, c'est l'injecter dans un CRM, ainsi de suite, pour vraiment faire l'opération de bout en bout dans les canaux de messaging ou dans des workflows qui vont tourner régulièrement pour exécuter des tâches. Donc, je résume un tout petit peu. Je vais pouvoir poser une question en langage naturel sur n'importe quel canal. Je peux l'écrire, je peux la dire. Et derrière, ça va se matérialiser par un workflow avec différentes étapes. Et une de ces étapes, ça peut être un appel à l'API GraphQL qui elle-même va consulter la base Neo4j où il y a les données. Tout à fait. Bon, on va créer une app avec très peu de code. Très bien. Excellent. On est justement dans la mouvance low-code avec GraphQL. On va faire une démo. Oui, alors, Nicolas, c'est à moi. Du coup, je te fais une petite démonstration de trois questions en langage naturel. Donc, la première, c'est la basique. Qui suis-je sur Twitter? Là, ça va aller chercher. Donc, normalement, sur Twitter, je suis connecté avec ton compte. Ensuite, voilà, on voit bien que c'est Nicolas et tu as 165 followers. Et puis, on va dire qui mentionne. Donne-moi 5 tweets, par exemple, que j'ai postés. OK, allez. Give me 5. Donc là, j'ai déjà mis qui me mentionne sur Twitter. Donc là, il m'a donné ceux qui me mentionnent sur Twitter. Et puis là, je dis, par exemple, donne-moi 5 tweets. 5 tweets. Là, il va me donner les 5 tweets. Bien sûr, si j'en veux un seul. Give me one tweet, normalement. Si je me trompe un petit peu. Et là, il va me donner, normalement, le seul tweet. OK. Du coup, ça veut dire je peux finalement, vis-à-vis des intentions, je peux aussi faire des petites variantes en langage naturel. Si j'avais écrit Gimme GI2ME. Gimme. Voilà. Gimme, juste gimme, pas gimme me, mais 3 tweets. ouais, comme ça. Et puis, ouais, effectivement, ou avec des fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Ça fonctionne aussi? Ok, Oui, d'accord. normalement, ça marche. Et là, quand j'appuie sur la flèche, je parcours les tweets. Ok, d'accord. Voilà. Bah, écoute, Nicolas, il faut que tu nous montres comment ça fonctionne derrière. Donc, à partir du moment où moi, j'ai posé ça, il s'est passé quoi là? Ouais, ben, je vais expliquer tout ça. Du coup, alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'il y a dans l'envers du décor. Alors, déjà, si on commence par la base de données graph, on a importé dans la base de données graph mon compte Twitter. Et dans mon compte Twitter, finalement, si je regarde le schéma, qu'est-ce que c'est le schéma de ma base de données graph? Eh bien, ça va être ceci. Donc, c'est moi sur Twitter, d'accord? Je poste des tweets et puis d'autres utilisateurs peuvent aussi poster des tweets. Certains tweets vont mentionner des utilisateurs, vont me mentionner moi, d'accord? Et moi, je vais suivre des utilisateurs qui aussi vont me suivre. On peut avoir également
au niveau des tweets, donc des tweets qui sont des retweets de tweets ou des reply to de tweets, des réponses à des tweets. Et ces mêmes tweets vont contenir des liens, vont utiliser des sources et des hashtags. D'accord? Donc ça, c'est notre modèle graph sous-jacent. Par-dessus, donc on peut interroger ce modèle graph et notamment effectuer des requêtes du style aller chercher les posts qui me mentionnent. Donc, je cherche les utilisateurs qui font des posts de tweets qui me mentionnent en tant que compte Twitter. Du coup, ben, je vais avoir voilà, 10 tweets et puis différents utilisateurs, par exemple Benoît, Neo4j France, Cyril, Michael, qui postent des tweets qui me mentionnent moi. Et alors, cette connaissance en langage Cypher, on veut l'exposer via une API. Et bien pour ça, donc, on utilise, comme dit tout à l'heure, l'API GrandStack avec une API GraphQL. Et cette API GraphQL va exposer le schéma de la base Neo4j. On va pouvoir l'interroger de façon un petit peu itérative. Donc, je vais pouvoir demander ici, je vais faire une qui me pose la question. Je pose la question, ben, donne-moi mon screen name, donc mon compte Twitter, d'accord, avec mon nom et le nombre de followers. C'est exactement la question qu'on a posée via la plateforme Prism tout à l'heure. Donc, ça me ramène effectivement Nicolas Rouillère, voilà, et mon nombre de followers. Et si je veux augmenter les données et aller chercher des choses, ben, je peux aller regarder les tweets justement que j'ai postés avec les textes. Et puis, je pourrais demander peut-être une limite. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, j'irai positionner une limite. Ça y est, je suis en train de… Voilà. Ici, j'irai positionner une limite. Je veux qu'on me ramène 5 tweets avec leur texte. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Aller chercher 5 tweets, et ces tweets, on pourra les classer aussi par date. Voilà. Donc, l'envers du décor, c'est ça. Si on soulève le capot, une intention est branchée sur l'API GraphQL. Et l'API GraphQL convertit ces JSON imbriqués, d'accord, ces données qui ouvrent d'autres données, qui ouvrent vers d'autres données, etc. Eh bien, elle convertit ça en relation en Cypher. Voilà. Donne-moi le nœud moi dans le graphe de Twitter. Donne-moi les tweets. Donne-moi éventuellement les liens qui sont à l'intérieur, etc., etc. Et on peut imbriquer comme ça nos informations. C'est extrêmement configurable. C'est du low-code. On n'a finalement pas fait une ligne de code dans cet assemblage. C'est que de l'intégration. Et donc, la conclusion, peut-être, Antoine, c'est un peu ça. Hein, c'est comment construire une interface disponible sur les différents canaux, pas uniquement web, pas uniquement mobile, mais aussi les canaux voix, et qui permet d'interroger n'importe quel modèle de données sous-jacent complexe. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de monde qui utilise WhatsApp, qui utilise Facebook, Messenger, qui utilise le SMS, que les gens qui utilisent les réseaux sociaux en eux-mêmes. Donc, il y a une explosion des applications de messagerie dans le monde. Et donc là, ça ouvre de nouvelles portes pour des bases de ce type-là, pour aller chercher les clients là où ils se trouvent, s'adapter aux nouveaux modes de consommation et d'aller donc faire le lien avec ces canaux de messaging et les bases de données graph via le driver de Neo, donc de GraphQL. Et tout ça, comme tu disais, avec du low-code pour aller chercher le time to market voilà, le plus réduit possible, pour aller aussi faire des MVP, tester des use cases sans forcément avec des délais énormes. Là, en on a mis quoi? On a mis une demi-heure ensemble pour un peu assembler tout ça. Je lance ma query. Je la teste avec le Cypher, je génère ma query GraphQL, je viens dans la console Prisma AI, je la copie-colle, et puis je mets mes phrases d'entraînement pour que la question matche avec ma query, et puis je viens activer ça sur Facebook, sur WhatsApp, ou bien sur le Prisma AI Messenger que j'ai partagé avec vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller de bout en bout, créer un service de A à Z,
avec finalement très peu de code. Voilà en résumé, je pense, ce que je peux compléter, Nico, par rapport à ce que tu as dit. Super, Antoine. Eh ben, écoute, on se voit bientôt dans un webinaire pour Rentrer expliquer là. tout ça encore mieux, aller encore plus dans le détail pour les gens qui seront intéressés. Ça va être top. À Parfait. bientôt. Merci, Nicolas.